Bonjour à mes élèves de première, bonjour aux élèves de première qui passeraient par là et qui seraient intéressés par la lecture analytique de la scène de bal dans La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves est un roman de Madame de Lafayette publié en 1678. Il est intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, il est écrit par une femme, ce qui est tout de même pas si courant au XVIIe siècle. Deuxième raison, c'est le premier roman psychologique. Il s'intéresse à la profondeur psychologique des personnages. Troisième raison, il a été soumis à controverse. L'intrigue qu'il présentant n'est pas tout à fait conforme aux bonnes mœurs. Pourquoi? Mademoiselle de Chartres épouse le prince de Clèves, ce qui est un mariage de raison, très courant à l'époque, et rencontre, lors de la scène de bal que nous allons analyser, le duc de Nemours, dont elle tombe éperdument amoureuse. C'est une scène de coup de foudre. Évidemment, le roman dépeignant les tourments d'une femme déjà engagée provoque le scandale. Pour terminer, on peut dire également que c'est une scène proprement théâtrale qui sera le point de départ d'une relation amoureuse platonique. Je vais à présent vous lire le texte. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle, à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença, et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait, et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges, pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. Mais, comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal. Monsieur de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté, et avait paru telle aux yeux de monsieur de Nemours avant qu'il allât en Flandre. Mais de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves. En quoi cette scène proprement théâtrale met-elle en évidence l'intensité de la rencontre? Petite remarque que vous ne feriez pas à l'oral. Donc pourquoi cette problématique fonctionne-t-elle? Tout d'abord, elle relève le caractère théâtral de la scène, donc on en parlera tout à l'heure, jeu de regard, dialogue, absence de mots, dramatisation, tout y est. L'expression l'intensité de la rencontre permet de qualifier le coup de foudre qui caractérise cette scène. Ainsi, la problématique cible bien l'intérêt du texte proposé. Dans un premier temps, nous étudierons la dimension théâtrale de la scène pour ensuite évoquer les codes amoureux qui sont respectés, repris et développés ici. Tout d'abord, on ne peut manquer la dimension théâtrale de cette scène. En effet, le décor planté ainsi que les personnages qui investissent ce décor suscitent l'intérêt du lecteur. Le bal est donné à l'occasion des fiançailles de la fille d'Henri II. Le cadre, d'emblée, est théâtral. On peut mentionner également le complément circonstanciel de lieu, au Louvre, qui indique le lieu prestigieux dans lequel se déroulent les festivités. Le discours indirect également, qui s'adresse ici à la princesse de Clèves, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait, prendre signifiant ici accepter l'invitation à danser, sous-entendu du duc de Nemours. Le fait que le roi s'adresse directement à la princesse de Clèves et lui recommande un danseur montre que la princesse de Clèves a une certaine réputation, ce qu'on constate d'ailleurs dès le début du roman.
Tout simplement les groupes nominaux qui mentionnent le roi et la reine, le roi et les reines, la reine dauphine. Enfin, le discours direct qui traduit la renommée des personnages mis en relation, ici le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Le duc de Nemours évoquant la princesse de Clèves, pour moi je n'ai pas d'incertitude, évoquant son identité. Ou la remarque de la reine dauphine, il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. On reparlera de ces citations tout à l'heure puisqu'elles sont beaucoup plus significatives qu'il n'y paraît. On peut mentionner également le jeu des regards, caractéristique du théâtre puisque le regard peut suppléer la parole. C'est le cas ici puisque la princesse de Clèves et le duc de Nemours ne pourront se parler que par l'entremise de la reine dauphine à la fin de l'extrait que nous avons choisi lors du dialogue. Le champ lexical du regard est caractéristique de ce texte, je ne serai d'ailleurs pas exhaustive. On peut mentionner par exemple « l'on admira sa beauté et sa parure », le verbe admirer, ou encore « pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait le dessein de prendre, chercher des yeux », ou pour finir « elle se tourna et vit un homme », le verbe voir. L'implicite du texte est très important ici, évidemment, puisque ce ne sont pas les mots qui seront révélateurs des sentiments naissants des deux personnages, ce qui permet de dramatiser d'autant plus la scène. On peut mentionner également deux passages de la narration qui peuvent faire songer à des didascalies. Par exemple, la mention des sièges qu'escalade le duc de Nemours avant de se retrouver face à la princesse de Clèves, qui permet de dramatiser son entrée en scène, ou encore les murmures de louanges, finalement, puisque les invités peuvent être assimilés à un public de théâtre. Il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. On peut noter ici le terme la salle, si on file la métaphore qui peut faire penser au théâtre, encore une fois. Pour terminer, pas de théâtre sans réplique. Le dialogue n'arrive que très tardivement entre les deux personnages, au discours direct, et qui plus est par l'entremise de la reine dauphine, ce qui témoigne bien de la pudeur et de la volonté de respecter les bienséances ici. On notera également le discours rapporté au style indirect que j'ai déjà mentionné auparavant. Le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Ainsi, cette scène est proprement théâtrale, moins par les mots que par l'arrivée du duc de Nemours et le jeu des regards avant la prise de parole. Dans un second temps, on peut voir que cette scène est avant tout le récit d'un coup de foudre et reprend, évidemment, tous les codes de la rencontre. Pour commencer, les deux personnages préparent leur rendez-vous. On constate que leur rencontre n'est pas totalement fortuite et pas totalement inattendue. Par exemple, le verbe se parer qui revient deux fois, une fois pour la princesse de Clèves, une autre fois pour le duc de Nemours, ce qui montre bien la symétrie de leur réaction et leur connivence involontaire. Se parer pour la princesse, ou le soin qu'il avait pris de se parer pour le duc de Nemours, ou encore la mention de la parure de la princesse au début du texte. Enfin, les passés simples, au début du deuxième paragraphe. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Les passés simples ici montrent le caractère brutal du coup de foudre et permettent également de mention d'une convention sociale qui est respectée ici. Elle lui fit la révérence. Enfin, le complément circonstanciel de temps, suivi de la réaction du public, puisqu'on peut dire que les invités constituent un public pour le couple ici, permettent de souligner encore une fois une impression caractéristique du sentiment amoureux qui consiste à penser qu'on est seul au monde et que tout tourne autour de nous. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louange. Peut-être est-ce une impression subjective, en tout cas l'auteur a voulu vraiment traduire par la narration cette impression qui survient immanquablement lorsqu'on tombe amoureux. Autre détail caractéristique du coup de foudre, cette passion est purement irrésistible. On peut même dire que le texte a une dimension tragique, puisqu'il met en évidence la fatalité à laquelle vont être soumis les deux personnages. Exemple, le parallèle. Il était difficile de n'être pas surprise de le voir pour la princesse de Clèves, et dans le même temps, pour le duc de Nemours, il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Au passage, on notera la prépondigation dans ce texte qui vise à atténuer l'intensité de la scène. Le procédé caractéristique, c'est la litote. La litote joue un rôle très important dans cette scène, nous le verrons dans la dernière sous-partie.
De même, une négation, il ne put s'empêcher d'eux, qui traduit encore une fois l'impuissance du duc face à la beauté de la princesse. Pour terminer, le dialogue. Le dialogue n'est pas du tout à l'initiative de la princesse de Clèves, qui est une femme respectable, qui est déjà mariée, mais à l'initiative de la reine, Dauphine, qui choisit de les présenter l'un à l'autre. Encore une fois, c'est le destin qui frappe à leur porte et qui leur impose de se rencontrer et de tomber amoureux. Enfin, on ne peut manquer l'atténuation de la scène, qui pourtant n'empêche pas le lecteur de comprendre l'intensité des sentiments évoqués. C'est dire moins pour suggérer plus, ce qui est la définition même de ce qu'on appelle la litote. Ou encore la rétention classique pour ce texte, puisque c'est un texte classique. Madame de La Fayette cherche à respecter les bienséances, mais aussi à donner à son texte un tour plus subtil et plus fin. On peut par exemple relever les nombreuses négations qui caractérisent le dialogue au discours direct. Le duc de Nemours, par exemple. Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Ce qui signifie qu'il n'a que des certitudes concernant l'identité de la princesse de Clèves, ce qui est une manière de la complimenter en lui suggérant que sa réputation l'a précédée. De la même manière, on retrouve des négations dans le discours de la princesse de Clèves. Je ne devine pas si bien que vous pensez. Ici, bien sûr, alors il ne s'agit pas vraiment de litote, mais plutôt de négation pure et dure, ce qui est une preuve de pudeur de la part de la princesse de Clèves, qui évidemment connaît le duc de Nemours. Et enfin, la négation de la reine Dauphine. Il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Ce qui est une manière très détournée de lui dire qu'il n'avoue pas qu'elle le connaît forcément. Donc vous voyez que le fait d'utiliser ces doubles négations ou ces négations restrictives permet de dire les choses d'une manière beaucoup plus subtile et de suggérer encore plus qu'il n'y paraît. Un autre exemple, il ne put admirer que Madame de Clèves. Ici, c'est la négation restrictive, ne que, qui montre que le duc de Nemours est focalisé sur cette jeune femme, mais on n'a pas l'impression que ce soit délibéré de sa part. C'est un peu rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant sur la fatalité. C'est-à-dire que le personnage n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et c'est ce qui est caractéristique, encore une fois, du coup de foudre. En conclusion, cette scène est bien théâtrale et permet de mettre en évidence l'intensité de la rencontre. Tout d'abord, elle est théâtrale dans la mesure où le lieu présenté et les invités sont prestigieux. Le jeu des regards vient remplacer les mots, ce qui peut être également caractéristique de certaines scènes de théâtre. Enfin, à contrario, les discours rapportés permettent de donner vie aux personnages et de leur donner une voix, ainsi qu'un caractère et une façon de s'exprimer. Tout simplement, il s'agit également d'une rencontre amoureuse. Les codes de la rencontre sont repris de manière évidente. Les personnages sont tous les deux soumis à un destin implacable et presque tragique, qui est caractéristique du coup de foudre, dans la mesure où on ne peut échapper à un coup de foudre. Pour terminer, le phénomène de la rétention classique est caractéristique du style de Lafayette et enrichit ce texte, puisqu'il s'agit à la fois d'exprimer énormément de choses tout en se révélant pudique et subtil. On peut mentionner en ouverture la scène de bal, la scène de rencontre de Chloé et Colin dans L'écume des jours de Boris Vian. Cette scène de rencontre est beaucoup moins conventionnelle et saura susciter l'intérêt des lecteurs que vous êtes. À bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle lecture analytique ou une dissertation. Au revoir.